Bonjour, Monsieur Jacob Van der Maal. Merci de nous accueillir du coup aujourd'hui pour ce petit entretien. Tout d'abord, comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe pour moi? Je m'emmerde grave. Hem, non, il y a pas il y a très peu, enfin, il y a des choses qui se tournent évidemment pour nourrir le petit écran, pour les séries et des choses comme ça. Il y a beaucoup C'est beaucoup plus difficile, à la fois de financer et à la fois de tourner. Moi, je suis plutôt, enfin, tourner avec des masques et toute cette, ces précautions, c'est déjà vachement dur de faire un film, mais c'est un peu comme, là, ce serait un peu comme, faire du fil de fer sous la pluie, quoi. C'est glissant. C'est déjà vachement dur, sans. Au niveau du théâtre, on a eu 5 dates, on a joué 5 fois en 1 an et demi, enfin en 1 an, quoi. Donc non, mais tout est assez mort. Quand on voit votre héritage artistique, on peut s'empêcher de penser à la récurrence du thème comme le rêve, l'imaginaire, la mémoire, le décours temporel. Première question, du coup, quelle place a tenu la fiction dans votre enfance et aussi quels sont vos classiques Disney? Ensuite, dans quelle mesure votre travail se nourrit-il de la mémoire et de vos souvenirs? Dans mon enfance, oui, je lisais beaucoup. Hem, je regardais la télé, à l'époque où on passait des vieux films, tu vois? Des vieux films, enfin les trucs ce qu'on appelait des vieux films, c'est-à-dire des films des années, 40, 50 et cetera. Hem, mon imaginaire, tout, je j'ai pas l'impression de me nourrir ni de mon passé, ni de mes souvenirs, mais c'est impossible de faire, sans. Donc probablement je le fais inconsciemment. Hem La perception, oui, effectivement, ce que j'essaye de faire, c'est un cinéma qui n'est ni le portrait de la réalité, ni le portrait un imaginaire, mais qui est plutôt le montrer la perception d'un personnage sur le réel, sans qu'on sache ce que c'est le réel. Hein, effectivement, il y avait au début du cinéma, il y avait les frères Lumière qui disaient: «Ceci est un train, croyez c'est la réalité», qui rentre en gare. Et puis il y avait Méliès qui disait, voilà, c'est un voyage sur la lune, mais on est dans une fable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les 2, qui est, on ne sait pas ce que c'est le réel, mais on est dans la perception de quelqu'un qui lui-même ne sait pas ce que c'est le réel. Enfin, tu vois? Pas plus que je ne sais ce que c'est le réel pour mon chien qui sent des odeurs que je ne sens pas, ou que je ne sais pas quelles sont les couleurs que le papillon voit par rapport à moi, tu vois? Ce qu'on appelle le réel, c'est l'espèce de fantasmagorie que notre cerveau recrée à partir des sens. Mais, je me rends bien compte que quand je rêve, j'ai pas besoin de lunettes pour voir net, et que les odeurs sont très puissantes et très précises. Parfois les images sont très précises aussi, parce qu'elles sont générées pas par mes sens, mais directement par le cerveau, quoi. Justement, à ce propos, que peut une image, du coup, pour vous? Que peut une image? Mmh. Que peut une image? L'image que vous Heu, transmettez, justement. Faire des films, c'est raconter une histoire avec des images qui bougent. Même si parfois il y en a qui existent en photo, mais faire des films, oui, c'est raconter une histoire en images. Heu, on est dans un pays où l'image compte beaucoup, évidemment, vu que toutes ces langues, toutes ces cultures se mélangent. Mon père est flamand, ma mère est francophone, j'ai grandi en Allemagne, j'ai été à l'école en allemand. Pour une même image, j'ai 4 ou 5 mots, mais une seule image. Donc quelque part, même si les lectures sont jamais les mêmes, même si on regarde 2 fois une image et qu'on a 2 perceptions différentes, hem, c'est quelque chose avec lequel j'aime bien raconter parce que ça se passe de mots, hein. Mmh. Pour revenir à vos débuts, de vos années de formation à Bruxelles et à Paris,
quels sont les aspects qui vous sont restés en tant que professionnel et qu'est-ce que vous ne manquez jamais de mentionner lorsqu'il vous arrive de donner des conseils? Ah, heu, beh, ce que j'ai le plus appris, je crois que ce qu'on apprend le plus dans les écoles de cinéma, c'est, c'est avec les autres étudiants. C'est-à-dire d'être avec des gens qui savent pas plus comment ça marche, tu vois? Et de chercher ensemble et de découvrir des choses simplement parce que on savait pas que ça marchait pas et donc ça marche finalement. Voilà, c'est ça qui fait faire des expériences et puis aussi c'est un art collectif, c'est un art qu'on fait à plusieurs, quoi, hein. C'est comme le tango, quoi, hein. Ça sert à rien de danser le tango tout seul, c'est pas gai. Heu, ce que je bon, il y avait un professeur qui m'a appris quelque chose d'intéressant, c'était Edmond Bernard qui faisait des films, expérimentaux, vachement intéressants et lui disait, «Dans la vie, c'est Jojo ou c'est pas Jojo. Si c'est Jojo, vous le faites, si c'est pas Jojo, vous le faites pas». Voilà, j'ai mis des années à comprendre et puis j'essaye de l'appliquer, mais c'est pas toujours facile. Parce que parfois, on fait des trucs en se disant c'est pas Jojo maintenant, mais ce sera Jojo plus tard, et des choses comme ça. Alors que lui, il était beaucoup plus radical. Il disait ben, si c'est Jojo, vous le faites, si c'est pas Jojo, vous le faites pas. Et les derniers conseils que j'ai donnés à des étudiants qui me disaient mais qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à des jeunes cinéastes qui se lancent? Je dirais que les deux plus grandes qualités, c'est l'obstination et être un peu con. Être un peu con, ça aide beaucoup. Ne pas se rendre compte de tous les emmerdements qu'on va avoir, ne pas se rendre compte que ça va être difficile, ne pas se rendre compte que 15 fois les portes vont se refermer, ne pas se rendre compte qu'il va falloir recommencer et se dire ça va aller, tu vois. Parce que c'est des exercices de longue haleine, hein. C'est comme prendre un chewing-gum à la framboise et tous les matins, tous les soirs le coller sous la table et tous les matins le reprendre et toujours retrouver le goût de la framboise dans ce chewing-gum pendant des années. Donc il faut une certaine obstination et être un peu con, ça aide. Ayant la double casquette, au niveau du processus, dans l'écriture et dans la réalisation, pourquoi, selon vous, est-ce qu'il faut parfois renoncer à comprendre une œuvre pour simplement se laisser porter? Je ne sais pas si on sait comprendre une œuvre, parce que c'est fait pour être senti. C'est pas vraiment fait pour être compris, quoi. C'est comme quand on est vivant, quoi. La plupart du temps, je comprends pas ce qui m'arrive, mais je sens des tas de choses intéressantes, tu vois. Mais si je crois que je comprends, ben, c'est que j'ai rien compris, en général. Je pense que la perception est beaucoup plus, voilà. Mais c'est vrai que le cinéma a quelque chose d'explicatif, tu vois, que j'essaye d'éviter. Le cinéma, on a tendance à chercher, ça repose un peu sur ce fonctionnement du cerveau qui essaye de trouver une explication à tout ce qui nous arrive, hein. Et le cinéma a un peu tendance à faire ça, donc c'est quelque chose que j'essaye de contourner, hein, parce que moi, j'essaye de faire des films sur l'étrange expérience d'être en vie, cette chose qu'on vit tous, tu vois, sans savoir ce qui nous arrive, et sans savoir pourquoi c'est arrivé, et sans savoir pourquoi c'est en train de se passer, et sans savoir pourquoi. Et j'essaye de faire ça à travers des films où toutes les causes et les conséquences doivent être liées, tu vois, où toutes les scènes doivent être indispensables et où la fin va donner un sens à tout ce qui précède, alors que l'étrange expérience qu'on vit tous d'être en vie, ben, les causes et les conséquences en général sont confuses. La fin ne va pas donner un sens à tout ce qui a précédé. Et, et en général, souvent, les plus belles scènes ne sont pas les plus indispensables. Donc, comment parler de cette étrange expérience, tu vois, en détournant ce médium qui tente de donner une réponse aux questions. Donc, comprendre, je pense pas qu'il y a lieu de comprendre une œuvre ou un film. Ça s'adresse ça s'adresse à la perception, ça s'adresse au chaos des pensées et des sensations qu'on peut avoir, ça s'adresse à
aux milliers de fausses réponses qu'on se donne, tu vois? Et puis c'est intéressant de voir que d'autres gens, que d'autres personnes se posent, tiens, des autres questions, tu vois? Et ça aussi, c'est intéressant d'être au cinéma avec plein de gens qu'on ne connaît pas et de tous ensemble regarder quelque chose, tu vois? En le percevant probablement différemment. Mais après, on a tous vécu quelque chose, un peu la même chose, tu vois? Mais sans vraiment comprendre ce qui nous est arrivé, vu qu'on n'a jamais il n'y a pas 2 personnes qui ont vécu la même chose. Dans quelle mesure est-ce que le travail des mots et des sens, notamment, ben, du coup, le regard, permettent de regarder le monde avec plus d'attention, selon vous, dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, heu, le temps, la patience, il y a une belle phrase d'un photographe finlandais, mais dont j'oublie toujours le nom, qui disait le quand vous prenez une photo et et à un moment donné, la chose arrive, tu vois? Cette espèce de travail de photographe qui attend que la chose arrive, beh, parfois dans la vie, je pense que en tout cas dans le processus de faire des films, il y a de ça aussi, quoi, hein. Quand j'écris, je ne sais pas ce que j'écris, je ne sais pas où je vais. Je pédale dans la choucroute pendant des années. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir et puis tout d'un coup, la chose arrive, tu vois? La chose arrive et probablement qu'inconsciemment je sentais, mais mais je ne savais absolument pas ni comment ni voilà. Et quand le film est et c'est comme tomber amoureux. Tu sais pas pourquoi tu es amoureux, mais tu sais que tu l'es. Tu vois? Tu sais pas, tu vois? Et Alors, on vous entend très et mal cetera. depuis que Ça, vous j'ai avez dit, l'impression. tu vois, enfin, depuis que vous Heu, avez fait la j'ai comparaison fait avec tomber amoureux, on vous entendait très mal, si vous voulez. ah, Qu'est-ce hem, Là, on vous entend bien, hein. heu, oui, donc je dis, c'est un processus qui est à peu près assez similaire à celui de l'écriture, où je sais ou même le tournage, tu vois? Où je me dis: «Tiens, la prise numéro 4, elle était vraiment bien, mais je ne sais pas pourquoi elle est mieux que les autres, mais je sens qu'elle est mieux que les autres», tu vois? Ou, quand il y a une scène qui est écrite et qui est vraiment bien, je sens qu'elle est bien, mais je sais pas dire pourquoi, parce que c'est Mmh. pas, C'est dans parce que je l'indicible. ne construis pas avec, oui, ou dans la sensation, ou dans la faculté de sentir. Mais dans les métiers techniques, c'est la même chose aussi, hein. Un bon monteur, c'est pas un monteur qui a une technique. Un bon monteur, c'est quelqu'un qui est encore capable de sentir, après 6 mois, quelque chose avec ses plans qu'il a changé, 14 fois de place, quoi. C'est vraiment la capacité à sentir, qui fait qu'un technicien est formidable, ou un comédien est formidable, beaucoup plus que toutes les ouais, oui, la technique, ça aide, mais après ça, la technique, c'est un peu comme l'expérience, tu vois? Les cailloux sur lesquels tu es déjà tombé, mais ça ne veut pas dire que si tu reprends le même chemin, tu tomberas peut-être différemment sur le même caillou, mais pas de la même façon, quoi. Alors, vous avez parlé du fait de, j'arrive même plus à reprendre votre expression, patouiller dans la panade. Pédaler dans la choucroute, pédaler dans la Exactement, choucroute, pédaler dans ouais, la choucroute. Heu, oui. Pourquoi est-ce qu'au fond, est-ce qu'on éprouve le besoin de raconter, non, même pas. Pourquoi est-ce qu'on éprouve le besoin
qu'on nous raconte des histoires, justement, car c'est au final, c'est la raison pour laquelle on va voir des spectacles en général. Oui, j'en sais rien, mais il y a l'hypothèse que c'est une forme de consolation de se dire que ça va quelque part, ce qui nous arrive, comme dans les histoires, tu vois. Dans les histoires, on attend la fin, on attend le dénouement, on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et nous, on vit dans un temps qui a l'air infini, même s'il est fini, tu vois, mais qu'on oublie qu'on va mourir. Donc, on est sur des temps qui sont plus de la journée, mais on n'est pas du tout dans le sens, on n'est pas dans l'expérience de ça ressemble pas du tout à un film ni à une histoire, ce qu'on vit. Mais c'est peut-être une forme de consolation que la vie n'est pas une histoire, tu vois. Peut-être qu'on a besoin des histoires pour se consoler que la vie n'est pas une histoire. À 23 ans, vous réalisiez Madélie la Brèche, court-métrage sorti en 80 du coup, pour lequel vous avez été primé et qui d'ailleurs, le film est toujours disponible dans la chaîne YouTube de l'INSAS. À quoi a tenu ce premier succès, et qu'est-ce que vous avez fait de la reconnaissance de vos pairs à l'époque? Ben, la chance, ça aide beaucoup, hein. Là, j'ai eu du pot. J'ai vraiment eu du pot d'avoir un Oscar étudiant pour un court-métrage qui aurait pu passer tout à fait inaperçu. Euh, et du coup, après, ben, quand tu as du pot, c'est un peu comme attraper la floche au carrousel. Quand tu attrapes la floche, tu as un tour gratuit. Bon, et la fois d'après, il faut essayer de réattraper la floche encore une fois. Si tu n'attrapes pas la floche, tu vas faire la file avec tout le monde et tu remontes la pente. Euh, donc j'ai eu la chance d'attraper la floche plusieurs fois, mais, euh, mais c'est de la chance, dans le sens, quand moi je fais un film, c'est un peu comme si je jetais une bouteille à la mer. Je ne sais absolument pas qui va le voir, je ne sais absolument pas ce que les gens vont y voir, je ne sais même pas si quelqu'un va le voir, tu vois. Et c'est toujours un miracle quand il y a des spectateurs qui le voient. Donc, ça, c'est toujours ouais, miraculeux. Mais je ne sais jamais ce qu'ils ont vu. Je ne sais jamais. Si quelqu'un me dit j'ai aimé votre film, je ne sais pas ce qu'il a vu. Si quelqu'un me dit j'ai pas aimé votre film, je ne sais pas ce qu'il a vu. Et moi-même, je ne verrai jamais mon film parce que je le connais par cœur. Je n'aurai jamais l'expérience de voir mon film pour la première fois, quoi. Donc, c'est un malentendu joyeux quand il est chanceux ou un malentendu moins agréable quand il est malchanceux. Justement, à ce propos, enfin, la vision du film, quels aspects de votre métier vous semblent le plus difficile à communiquer? Du coup, quand vous devez défendre un film, que ce soit auprès d'associés ou d'investisseurs potentiels, ou alors tout simplement quand vous devez conseiller un film autre que le vôtre à, je ne sais pas, votre famille ou à des amis? Si je dois conseiller un film à des amis ou à une Non, famille, dans le ben sens, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à communiquer parce que vous avez du coup ce regard de réalisateur, de professionnel? ah, ben c'est impossible à communiquer. Moi, si je vais voir un film qu'on me conseille, c'est parce que c'est lié à la relation que j'ai avec cette personne qui me conseille d'aller voir ce film. Je me dis, tiens, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'elle a. Est-ce que je vais sentir quelque chose aussi? J'en sais rien, mais je vais plutôt par là. Mais c'est pas transmissible. Tu sais pas transmettre. Si Léonard de Vinci devait d'écrire la Joconde avant de la peindre, ce que nous, cinéastes, on doit en général faire, et qui décrit, ben non, c'est l'histoire d'une femme devant un paysage avec des montagnes et elle sourit un peu, mais elle ne sourit pas. Je ne suis pas sûr qu'il aurait trouvé du financement. Euh, je ne suis pas sûr non plus que c'est les meilleurs scénarios qui se tournent. Tu vois, parce qu'un bon scénario n'est pas facile à lire. Un bon scénario est fait pour. C'est un, c'est juste l'intermédiaire. C'est un peu comme une carte routière, quoi. Tu vois, une carte routière, c'est pas le paysage.
c'est pas l'Irlande. La carte de l'Irlande, c'est pas le scénario, c'est un peu une carte routière d'images, de sons, mais qui ne sont pas que que tu ne peux décrire que très approximativement. Et en tout cas, sur lequel c'est très difficile que la sensation à la lecture soit la même que la sensation quand tu le vois, vu que c'est, tu joues avec des sens tellement différents. Est-ce Que que vous pensez, l'imaginaire est-ce que vas-y. vous pensez justement que l'impact des scénaristes est beaucoup trop minimisé justement dans la promotion des films? Le scénario, c'est ce qu'il y a de plus important, à mon avis. C'est pour ça que j'y passe tellement de temps. Tu vois, parce que quand tu as un bon scénario, tout est facile. Réaliser un film quand le scénario est bon, tout est facile. Tu te lèves le matin, et les choses coulent de source et tout le monde trouve sa place. Quand le scénario est pas bon, c'est l'enfer. Personne ne sait ce qu'il doit faire, personne ne comprend tout à fait. C'est chaotique. Je l'ai fait sur des courts-métrages que je n'avais pas assez travaillé. Euh, eh ben, le plaisir du tournage, je l'avais perdu. Donc, depuis lors, je travaille le scénario très longtemps, souvent, parce que c'est la chose essentielle et que je veux vraiment le connaître par cœur, tu vois, le connaître, avoir exploré un peu toutes les possibilités et me dire, voilà, ben ça c'est le meilleur itinéraire possible à travers cette histoire-là, quoi. Est-ce que justement le fait que vous puissiez justement avoir cette guideline dans le processus de création du film sépare le bon scénario du mauvais? Il n'y a pas de mauvais scénario ni de bon. Euh, Vu que chacun qui le lira le trouvera bon ou mauvais, mais c'est très difficile de savoir ce qu'est un scénario. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à lire des scénarios des autres parce que j'arrive pas à les visualiser. Je visualise très bien les miens, mais je pars pas des mots. Je pars des images et puis je décris les images que j'ai vues. Alors que quand je lis le scénario de quelqu'un d'autre, je dois imaginer des images à travers les mots et je ne sais pas du tout si ça correspond à ce que la personne qui a écrit a, a voulu écrire. C'est très différent de la littérature, hein. Le scénario, c'est pas destiné à être bien écrit, c'est pas une œuvre littéraire, c'est un support intermédiaire entre, enfin, qui précède un film. Le livre, la littérature, c'est un objet fini. Et c'est le lecteur qui lui-même fait le théâtre et c'est l'imaginaire du lecteur qui va mettre les couleurs, qui va mettre les sons, qui va mettre les odeurs, qui va faire tout ça. Et Euh, Allô? Je ne sais pas si je l'entends. Oui, voilà. oui, Euh, je suis là. alors, Je suis oui. là. Que ce soit sur la scène ou sur un plateau de tournage, sur quoi s'attarde votre attention avant et pendant l'acte? Et Ben, aussi, je suis dans la scène, quoi. Je suis dans la scène et c'est un processus étrange, hein, parce que c'est un peu comme un contact qui fait qu'on est dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Un peu comme une clé de contact où je suis complètement dans la scène, je suis plus là, et où je suis complètement en dehors de la scène et je suis avec les gens avec qui je travaille. Euh, donc c'est cette espèce d'aller-retour, mais qui est assez simple et assez facile. Et puis aussi la présence de tous les gens qui travaillent avec moi, tu vois, qui chacun apporte quelque chose qui est indispensable et une complexité que je ne saurais pas faire seul. Parce que quand j'écris, ben je vois des formes, je vis avec des fantômes pendant des années, avec qui j'ai des conversations, je les entends, mais ces formes sont assez floues, les visages changent tout le temps. Euh, et tout d'un coup, il y a un acteur qui vient en chair et en os et qui endosse le personnage, tu vois. Et c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche que ce que je pouvais imaginer. Et le chef opérateur met un 35 mm et pas un 50, et c'est tout à fait différent. Il s'est fait avec de la colle, avec des clous, des couleurs, et chacun, toi, apporte quelque chose à une espèce d'œuvre polyphonique, où de la même façon qu'un chef d'orchestre ne joue pas de tous les instruments à la fois, tu vois, je synchronise cette espèce de les apports de chacun.
Euh, et voilà, et c'est ça qui, c'est un, c'est un plaisir très complémentaire, hein, au plaisir de l'écriture qui est beaucoup plus solitaire. Euh, Là, c'est vraiment le cinéma, c'est vraiment une œuvre collective. Et on le signe, mais c'est assez faux. Dans le sens que l'écrivain peut dire je signe ce livre, je l'ai écrit tout seul. Le peintre, il le signe le tableau qu'il a peint tout seul. Mais ici, c'est en général le réalisateur qui le signe, mais on est des dizaines à l'avoir fait ensemble. Enfin. Donc voilà, c'est j'ai un ami à qui la, la maman demandait c'est quoi ton métier exactement, réalisateur, etc. Et il l'avait invité à venir sur le plateau et à la fin de la journée, elle lui dit non seulement tu es le seul qui ne fait rien, mais en plus tu fais des commentaires sur le travail des autres. Voilà. Et c'est assez vrai, c'est ça. C'est le mec qui fait rien, mais qui fait des commentaires sur le travail des autres. Enfin, non pas qui fait rien, mais en fait, je donne à faire. Je ne joue pas, mais je fais jouer. Je ne filme pas, mais je fais filmer. Tu vois, mais chaque fois, c'est une collaboration étroite pour choisir l'objectif, choisir la caméra, regarder la lumière se construire. Après ça, élaborer, réécrire l'histoire au montage, la réécrire au tournage. On dit toujours qu'il y a 3 écritures, mais il y en a 4. On dit les 3 écritures, c'est le scénario, puis on réécrit au tournage et on réécrit au montage. Mais l'écriture la plus intéressante et la plus importante, c'est la 4e, c'est le spectateur qui réécrit le film qu'il a vu, qui oublie des scènes, qui en inverse d'autres, qui imagine des scènes qui n'y sont pas et qui quitte le cinéma avec quelque chose qui lui est personnel, avec une réécriture qui lui est intime. Et le film reste sur l'écran. Le vrai film, c'est ce que le spectateur emporte avec lui. Parce que voilà, le film projeté, il reste sur l'écran. Quand vous préparez un film, est-ce que Oui, la sélection d'une équipe se fait parce que vous avez une certaine, comment dire, mais en général, souvent, c'est des amis avec qui j'ai déjà travaillé, etc. C'est des relations à très long terme. Tu vois, ma maquilleuse, j'ai commencé avec elle quand j'avais 25 ans. Tu vois, j'en ai bientôt 65. Euh, c'est à la fois des relations d'amitié, de confiance, mais l'essentiel, c'est le plaisir de travailler ensemble. C'est-à-dire, après une bonne journée de tournage, on se dit, tiens, même si on n'avait pas mis de pellicule dans la caméra, eh bien, on aurait passé une bonne journée. Hein. Parce que oui, c'est comme danser le tango avec quelqu'un, quoi. Quand ça se passe bien, c'est formidable. Euh, et du coup, j'essaie que, tu vois, j'essaie que le comédien soit super et qu'on puisse se dire, il n'y a que lui qui savait faire quelque chose comme ça. J'essaie que la décoratrice soit super et qu'on se dise, tiens, il y a qu'elle qui pouvait faire comme ça, que l'image, que la lumière soit formidable. J'ai un plaisir ben, à les laisser, à danser avec et à faire en sorte qu'ils soient les plus formidables, quoi. votre carrière est marquée par de nombreuses collaborations, soit de par votre compagne, vos enfants ou vos proches. Quelle place tient la famille dans vos projets et dans votre vie en général? Et les gens avec qui je travaille, c'est souvent des amis, parfois des gens de ma famille, mais c'est un petit peu, peut-être c'est un plaisir de connaître quelqu'un qu'on aime sous une autre face. Travailler avec Michelin, c'est un peu comme voir la face cachée de la Lune, quelque chose que je ne connaîtrais pas si je ne faisais que vivre avec elle. Euh, Travailler avec ma fille qui est chez FOP, c'est formidable aussi parce que
Elle adore les idées de son papa et je trouve formidable ce qu'elle fait. Donc les journées passent très, très agréablement. Travailler avec, Christophe Baucard qui est un fabuleux, chef op, écoute, j'admire la manière dont il approche. Lui, il voit des choses que je vois pas. Donc, c'est chaque fois, enfin, c'est des des moments, oui, des moments de, comme je disais, où le processus est aussi important que le résultat, quoi. Tu vois, la vraie récompense, c'est le processus, hein. Parce que quand on fait un film, tu sais jamais si ça va marcher, si quelqu'un va le voir, si ça va. Mais si c'était chouette à faire, ben c'était chouette à faire. Vous êtes aujourd'hui considéré comme un des tout grands noms enfin, même pas du cinéma, du milieu culturel belge. Qu'est-ce que vous en faites de la célébrité au final? Être célèbre en Belgique? Non, mais même pas dans le monde francophone ou même plus loin. Genre, je me souviens, j'ai des amis qui vous connaissaient en Suède, Ouais. mais on a, enfin, on a envie de connaître votre conception de la célébrité. Bon, écoute, j'ai pas l'impression d'être célèbre, hein. Euh, c'est un malentendu probablement, parce que les gens qui me parlent parce qu'ils connaissent mon nom, ben, ils parlent pas à moi, ils parlent à quelqu'un qui est derrière moi. Donc c'est quelque chose d'étrange, mais pas nécessairement désagréable, mais d'étrange. Je sais que c'est pas à moi qui parle. Tu vois. Et je sais que c'est pas moi qui suis célèbre. C'est l'idée de ce qu'on fait du mec qui a signé ce truc, il l'a même pas fait tout seul. Tu vois. Euh, mais c'est l'importance que ça a, c'est que c'est plus facile de faire des films quand tu as un nom connu, quoi. Ça, pour le simple fait que c'est le même processus que les restaurants pleins et les restaurants vides. Tout le monde va dans un restaurant plein et personne va dans un restaurant vide, moi y compris. Alors que c'est peut-être le même cuisinier dans les deux. Tu vois, mais tout le monde a envie d'aller là où tout le monde apparemment connaît le truc. Les gens aiment bien reprendre la chose qu'ils ont bien aimé la fois d'avant dans ce restaurant-là. Hein. Euh, voilà, donc je pense que le succès et l'insuccès, c'est le même processus que les restaurants pleins et les restaurants vides. À un moment donné, tout le monde se rue sur toi ou à un moment donné, et d'autres, personne ne fait attention. Et puis dans les moments de la vie aussi. Parce que quand tu essayes de monter un film, c'est toujours très, 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 très difficile. Au début, tout le monde a envie de le faire. Et puis, s'il faut 5 investisseurs, tu en as 3. Et puis, il en manque quand même 2. Donc, à un moment donné, tu en as 4, mais le premier s'en va. Donc, tu n'en as plus que 3. Puis, tout d'un coup, tu en as 2, puis tu n'en as plus. Et puis, ça remonte comme ça. Et puis, tout d'un coup, ah, tout le monde, et puis, tout d'un coup, tu en as 5 et tu le fais. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment une espèce de chimie, comme la météorologie, où les choses se sont mises, où les gens ont envie ou pas que ça se fasse. Euh, donc oui, et la vie de quelqu'un qui est un peu people, tu vois, comme moi, ben tu es hot, tu has been, tu es hot, tu has been, tu es hot, tu has been, tu es mort. Voilà, donc tu as une marée qui monte et qui descend, mais tu es le même quand tu es has been que quand tu es hot. Hein. Alors, excusez-moi, 2020 étant, on peut dire, ayant été marqué comme l'année où le septième art est devenu un, un art non essentiel au final, enfin un art. Oui, tout à Un fait. monde sans cinéma, pour vous, ça ressemblerait à quoi? Mais sans les transpositions en général, quoi. Hein. C'est comme les enfants qui ont besoin qu'on leur raconte une histoire le soir. Je suis de la même façon, je suis pareil. J'ai besoin de lire. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de romans, j'ai besoin d'aller voir des spectacles au théâtre, j'ai besoin de.
de voir de la photographie, de voir de la peinture, j'ai besoin d'écouter de la musique, d'écouter des concerts, j'ai besoin de voir des films et de faire des films qui réunissent tout ça, le pictural, le musical, le jeu, le graphique. Euh, bon, pour moi, c'est évidemment que c'est essentiel dans le sens, ça rend vivant, ça, ça augmente la possibilité de sentir, ça augmente ta perception, la perception tactile de ton esprit. Si tu as rien de tout ça, oui, tu attrapes une grosse peau, tu sens plus grand chose. Parce que c'est une manière de s'entraîner à sentir. C'est une curiosité pour les autres humains. C'est la possibilité de ne pas être toi, mais d'être quelqu'un d'autre. Euh, la possibilité d'être jeune, vieux, d'être un homme, d'être une femme, d'être de vivre en Ouzbékistan ou en Sibérie ou en Amérique du Sud, tu vois, c'est d'être un pirate ou d'être en fait, d'être toutes les choses, d'être un sans mille et personnes, comme disait Pirandello. Nous sommes chacun un sans mille et personnes et cette capacité c'est les histoires, c'est les personnages, c'est les livres, les pièces de théâtre, les films, les peintures, les photographies, la musique qui nous permet de ne pas être juste, enfin, de nous rendre compte que nous ne sommes pas juste nous-mêmes, mais que nous pouvons être mille choses. Le monde, on va dire, artistique japonais vient, enfin, j'ai envie de dire, s'impose petit à petit dans l'univers occidental. Est-ce que vous regardez des mangas? Enfin, est-ce que vous lisez des mangas ou regardez des films d'animation japonais? Et si oui, lesquels sont vos préférés? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Je les vois beaucoup défiler chez mes petits-enfants. Et j'en ai vu beaucoup des Goldorak quand mes enfants étaient jeunes. Donc je connais bien, je connais bien. Mais c'est pas que ça, hein, l'esprit japonais. Hein, je saurais pas dire ce que c'est. J'ai été plusieurs fois et chaque fois que j'y étais, je comprenais un peu moins que la fois d'avant. Chaque fois, je me disais, tiens, je vais un peu mieux comprendre. Et bien non, chaque fois, je comprenais qu'il y avait encore plus de choses que je ne comprenais pas. Donc, voilà, c'est des codes très, très complexes, une culture très, très riche. Et ils sont très difficiles à saisir avec les mots, quoi. Hein. Quand on ne peut pas dire non, tu vois, c'est un autre processus d'approche. À quoi est-ce que ça tient la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose à soi? Ben, comme je te disais, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose à moi, j'ai fait quelque chose à nous, avec les gens avec qui je l'ai fait. Et c'est en ça que effectivement ce processus c'est chaque fois c'était des belles années. Et, et oui, et j'ai la chance de bien aimer mes films. Je les trouve bien, vraiment bien. Mais je n'ai jamais réussi à les voir parce que je les connais par cœur. Je sais exactement quel est le plan qui va suivre. Donc je ne suis jamais surpris par ce qui arrive. Auriez-vous des personnes, des noms, que ce soit du cinéma belge, francophone ou flamand, pour lequel vous déplorez le fait qu'ils ne soient pas assez reconnus par le grand public? Et si oui, pourriez-vous les donner? Ah oui, ils sont pleins. Plein, 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 oui, oui. Ou alors, on va faire peut-être plus simple pour reprendre le truc. Qu'est-ce qui, pour vous, explique le fait que le Belge, pour reprendre la métaphore du restaurant, se tourne plus vers un restaurant français, américain, voire asiatique aujourd'hui, plutôt qu'un restaurant belge? Ben c'est différent pour les Flamands parce qu'ils ont leur propre langue. Effectivement, si tu veux voir des films dans ta propre langue, c'est des films flamands. Et donc, ils ont développé avec beaucoup d'intelligence quelque chose de très personnel, mais très, très aussi divers. Il n'y a pas un cinéma flamand, il y a 1000 cinémas flamands. Hein.
Les francophones, ben, je trouve qu'on leur ressemble vachement, sauf qu'on parle une autre langue, mais euh, on fait tous des films bizarres, tu vois. On fait tous des films qui ne sont pas dans une industrie, on fait tous des films que personne n'attend, parce que personne n'attend rien de nous, hein. Personne n'attend qu'on fasse quelque chose. Tous les trucs qu'on fait, on doit aller à la mine nous-mêmes et creuser, et puis on n'a on n'a pas de flux. Tu vois, il y a pas un flux de films qui doit se faire et qui doit sortir. On ne doit pas nourrir une bête comme une télé qui doit absolument faire quelque chose. Nous, on fait que des prototypes les uns après les autres. Euh, des trucs qui volent une fois ou qui se cassent la gueule ou qui marchent ou qui marchent pas, mais c'est en général les films qu'on fait en Belgique, c'est des prototypes, quoi. C'est pas des films pour le flux. Et c'est un miracle quand tout d'un coup notre petit canard est dans le flux de tous les autres petits canards, toi. On se dit ah tiens, et qu'il a été vu et qu'il y a des spectateurs qui ont été le voir, c'est un miracle. Voilà. Ciao Au ciao. revoir.